Bonjour Olivier Bokertov. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a surpris tout le monde hier en publiant sa réponse au contrôleur de l'État dans le cadre de l'enquête sur les défaillances du 7 octobre. Oui, tout à fait. C'était la surprise générale, un document volumineux, 55 pages avec de nombreux passages noircis pour des raisons de sécurité. Il contient les comptes rendus de réunions, des documents et des transcriptions sur une période de plus de 10 ans. En résumé, le Premier ministre envoie la responsabilité des échecs non pas au niveau politique, mais aux échelons professionnels et sécuritaires. Il affirme avoir été induit en erreur par des évaluations de situations qu'il qualifie d'erronées. Il dénonce aussi l'intervention de la Cour suprême qui a ordonné la suspension de l'enquête du contrôleur à la demande de la conseillère juridique du gouvernement. Le reste de l'actualité, c'est Israël qui se dit prêt à faire face à toute éventualité alors que des discussions sensibles débutent aujourd'hui à Oman entre les États-Unis et l'Iran. Et sur le terrain, l'armée israélienne maintient un niveau de haute préparation. Tous les scénarios sont envisagés, diplomatiques comme sécuritaires. À Jérusalem, le message est clair. Israël soutient les efforts diplomatiques américains, mais reste vigilant et rappelle que son droit à se défendre seul, si nécessaire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lancé une mise en garde inhabituelle, à propos de l'armée égyptienne. Oui, lors d'un débat confidentiel à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, il a affirmé que l'armée égyptienne est en train de se renforcer, que cette évolution mérite selon lui une attention particulière de la part d'Israël et plus particulièrement de la part de Tsahal. Malgré ces signaux de vigilance, les relations entre les deux pays se poursuivent sur le plan économique. Je rappelle que Israël et l'Égypte ont signé en décembre dernier un accord sur le gaz naturel d'un montant de 35 milliards de dollars. Et puis le ministère de l'Intérieur a officialisé aujourd'hui la régularisation de 5 localités en Judée et en Samarie. Mais il s'agit de Chavat Gilad, de Eviatar, de Maoz Tzvi, de Tamar, de Neve Gdid, toutes reconnues désormais comme des localités officielles. Cette décision suit la délimitation récente des juridictions par l'armée et aussi par l'administration civile. La reconnaissance dépasse le symbole puisqu'elle ouvre l'accès direct à des financements de l'État au réseau d'eau et d'électricité et aux services publics. Le ministre des Finances a salué cette décision. Un acte d'accusation a été déposé hier contre Bezalel Zini, le frère du chef du Shabak, dans cette affaire de contrebande vers la bande de Gaza. Et selon les procureurs, lorsqu'il servait en réserve dans une unité logistique, il a exploité sa position pour faire passer illégalement des marchandises à travers le point de passage de Soufa. Entre autres biens, il aurait fait transiter environ 14 cartons de cigarettes qu'il aurait ensuite écoulés, empochant plus de 360 000 shekels. Les autorités affirment que Zini et 2 autres soldats savaient très bien que ces marchandises pourraient finir entre les mains du Hamas, l'organisation terroriste qui contrôle Gaza. Et c'est précisément pour ce motif que les charges sont graves, aide à l'ennemi en temps de guerre, qui figure donc parmi les accusations reconnues contre eux. Et puis pour terminer, une info étonnante, Olivier, les policiers israéliens ne s'attendaient clairement pas à ce qu'ils allaient découvrir en perquisitionnant un appartement à Tel Aviv. Oui, tout à fait, Ilana, une affaire pour le moins insolite. La police a investi un appartement du quartier de Tsa'ala dans le nord de Tel Aviv. À l'intérieur, on a une découverte pour le moins surprenante, un petit kangourou volé, retrouvé vivant aux côtés d'autres animaux exotiques. L'histoire commence quelques jours plus tôt dans un zoo dans la vallée de Beth Shean. 2 suspects seraient entrés par effraction en pleine nuit. Ils auraient volé un jeune kangourou, wallaby albinos. Le vol est rapidement signalé à la police. Les enquêteurs remontent la piste. Ils localisent un appartement à Tel Aviv. Arrivés sur place, les policiers trouvent bien le kangourou et d'autres animaux exotiques. Les spécialistes sont appelés pour examiner leur état de santé. Les premiers retours sont rassurants. Et rassurez-vous donc, Ilana, le bébé kangourou va bien et devrait bientôt retourner à son zoo. Alors que la communauté française en Israël a traversé une période longue et éprouvante, marquée par 2 années de guerre et de fortes tensions régionales, nous recevons le consul général de France à Tel Aviv, Mathieu Clouvel-Gercevo. Merci beaucoup, monsieur le consul, d'être avec nous ce matin. Merci de m'accueillir
lors de ce moment. Boker Tov, merci d'être avec nous. Donc, on va parler un peu de cette communauté française et francophone en Israël après 2 années de guerre, 2 années qui ont été éprouvantes pour tout le monde, mais aussi, bien entendu, pour les Français qui habitent en Israël. Comment vous pouvez décrire l'état d'esprit de la communauté française 2 ans après le début de cette guerre ? C'est une communauté profondément déstabilisée, traversée par des mouvements contradictoires et qui est encore sous le choc du 7 octobre 2023. Bien entendu, ça a pris plus de 10 ans aux Américains et on peut pas comparer après le 11 septembre pour digérer, réagir et équilibrer voilà ce qui devait être fait et ce qu'ils ont fait. Pour la communauté française en Israël, elle est encore sous ce choc du 7 octobre, de cette attaque sans précédent sur le territoire israélien, avec des mouvements croisés. On sait que d'un côté, il y a une grande partie de la population et de la communauté, notamment dans les milieux urbains plus favorisés, chez les diplômés dans le domaine de la tech, un besoin d'oxygéner, voire de partir d'Israël. Les chiffres de départ étaient très très forts en 2024, 2025, et là pour la première fois, le sol migratoire était négatif en Israël, et en même temps, il y a une montée de l'antisémitisme dans de nombreux pays dans le monde, les chiffres l'attestent, et une alia qui augmente dans certains pays. Donc c'est une communauté profondément déstabilisée, qui pour la première fois ne s'est pas sentie protégée en Israël lors d'octobre 2023, et donc qui est beaucoup plus inquiète sur son avenir, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Quelques chiffres pour nous qui ont été des indicateurs assez éclairants. Une année normale, on fait 8000 passeports. Là, depuis début 2023, j'y reviendrai, on a fait près de 45 000 passeports. Comment vous expliquez cette augmentation ? J'ai eu la chance d'être accompagné par une équipe formidable au consulat général, très investie et très fine. Ils ont appelé ça assez rapidement de même le passeport au cas où. C'est des générations des familles entières religieuses, non religieuses, conservatrices, laïques, athées, citadines, de kibbutz, de petites villes, qui venaient par famille entière, sur plusieurs générations, pour tout mettre à jour, leur passeport, leur état civil. Au cas où, il fallait avoir un plan B. L'État d'Israël, après le pogrom d'octobre 2023, ils sont pas sentis obligatoirement protégés et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et ce fait intéressant, ça a commencé dès février 2023, lors des divisions internes au sein de la société israélienne. Ils se sont sentis moins assurés. Et ça a perduré depuis. Alors, vous nous parlez de ces Français qui sont venus faire ces passeports au cas où, mais d'un autre côté, on entend beaucoup ce qui se passe en Europe, en France, par rapport à l'antisémitisme. Est-ce que vous avez aussi écho de ces craintes peut-être de ces Français qui habitent en Israël par rapport à tout ce qui se passe justement face à cette montée de l'antisémitisme ? Déjà, quand nous on a une communauté française hors norme et à part, ce qui la rend très très belle, avec 3 grosses racines. Une première racine de familles qui étaient sur le territoire métropolitain depuis des siècles, voire des millénaires, des racines en Europe de l'Est et qui ont souvent vécu le trauma de la Shoah de plein fouet, avec de nombreuses pertes dans leur famille et cette rupture dans l'histoire française et républicaine. Et tous nos compatriotes avec des origines du Maghreb qui ont à la fois un souvenir parfois chaleureux, mais aussi dur du départ et du statut qu'ils ont pu vivre de ces pays-là, de ce que la France a pu leur apporter. Donc ça fait un mélange très très riche, mais assez complexe. Ça garde des liens. On a une communauté qui garde des liens avec la France extrêmement forts, historiques, au-delà des familles, des amitiés. Je pense toujours, et je dis ça avec un peu d'affection et de sourire, on sort pas indemne de plusieurs décennies de système républicain et d'éducation à la française, et quelque part ça vient équilibrer le sionisme. Et quand on est franco-israélien,
On a ces deux valeurs en soi. Ça peut être complexe sur le plan individuel. Ça aide pas toujours à l'intégration, à l'apprentissage de l'hébreu, à bien s'intégrer dans la société israélienne. Mais ça fait notre beauté, notre force. Et c'est ce qui nous différencie ici comme franco-israéliens en Israël. Donc la montée de l'antisémitisme, tout de suite, il y a des capteurs où on le ressent, on le voit. Oui, Et les chiffres sont là dans de nombreux pays. On peut critiquer le gouvernement français et la France sur de nombreux aspects. Quand on est français et franco-israélien, on sait le faire. Moi, tous les gouvernements successifs avec lesquels j'ai travaillé depuis ma prise de fonction ici il y a 4 ans, il y a eu un combat sans faille et contre l'antisémitisme et une volonté de tout faire pour protéger nos compatriotes qui étaient de confession juive. Les faits sont cependant là. L'ALIA, depuis la création de l'État d'Israël, une année moyenne, c'est entre 2500 et 3000. Les années les plus hautes étaient 8000, milieu des années 90, autour des années 2014, 2015, après les attentats Hypercacher, les attentats à Toulouse. L'année la plus basse était il y a 3 ans. On était descendu à 1000. Ça depuis, c'était la plus basse de l'Alliance venant de France. Il y a 2 ans, on était à 2000 et là, on est monté à 3500. Donc, on commence à être sur une moyenne haute. Ce qu'il faut surveiller, et on travaille ensemble pour s'échanger nos analyses et nos regards avec l'Agence juive à Paris, c'est la fréquentation bien entendu des salons de l'Alia qui est très très forte, et de quel type de familles sont en train de venir. Et là, selon eux, c'est surtout des familles très citadines, peu religieuses, avec des enfants, souvent avant l'université. Donc, on pourrait être face à une Alia un peu plus forte encore en 2026. Ce sont leurs projections. Donc des mouvements croisés, des départs, mais aussi des arrivées, avec une société profondément déstabilisée. On ne ressort pas indemne dans une société démocratique d'un tel choc et d'une succession d'autant de conflits. Voilà, alors une succession de conflits, et on va dire malheureusement, on est encore dans une situation de tension, plus particulièrement entre ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, qui pourrait avoir des répercussions, bien entendu, sur Israël. Et beaucoup de Français s'interrogent sur les dispositifs de sécurité en cas de nouvelle escalade régionale. Est-ce que le consulat de France à Tel Aviv est prêt à toute éventualité ? On essaye. Ça fait déjà 2-3 mois qu'on travaille dessus, sur toutes nos hypothèses, qu'on revoit nos dispositifs et qu'on réfléchit à toutes les options et à toutes les possibilités. Il y a quelque part 2 communautés au sein de notre communauté française en Israël. La première, c'est les Français résidents, comme vous et moi. Là, on a tous remis à jour nos abris, nos mamades. On a refait des petites réserves d'eau, de nourriture. On a aussi repéré où étaient nos abris collectifs. Quand on estime que notre abri individuel est peut-être pas assez fort, pas assez solide, si on est une hypothèse d'un conflit majeur avec l'Iran, on peut s'attendre à ce que les villes, notamment les villes côtières, soient massivement touchées, soient des cibles, avec plusieurs centaines de missiles. C'est les hypothèses sur lesquelles on travaille. Donc il faudra vraiment que nos abris individuels ou, le cas échéant, les avis collectifs tiennent bien et qu'on respecte bien les consignes du Home Front Command et des autorités israéliennes. Les voies de sortie, on le sait, dans ces moments-là, sont très limitées. On l'a vécu douloureusement au mois de juin, contrairement aux crises d'avant. Et là, j'ai une pensée pour tous nos amis et nos familles. C'est pas le bon moment pour les faire venir. Tant qu'on est dans une telle période d'incertitude, nous, on appelle à la grande prudence et vigilance. Pour nous-mêmes déjà, de vivre, de courir aux abris plusieurs fois par jour, de subir des quartiers détruits, des maisons détruites, voire des blessés, et des décédés, c'est extrêmement lourd. Ouais. On a vécu en juin encore, c'est en nous, c'est dur pour nos corps et pour nos esprits. Pour quelqu'un qui vit en France et qui vit de l'étranger, ça peut être un grand traumatisme. Donc c'est pas le bon moment de les faire venir. Mais il n'y a pas de recommandation pour le moment du Quai d'Orsay au ministère des Affaires étrangères concernant l'État d'Israël ou un danger de venir en Israël? Pour les Français de passage, si. C'est-à-dire que nous, on recommande très très fortement
aux Français ne résidant pas en Israël de ne pas venir actuellement, sauf vraiment raison impérative. On est resté sur cette ligne-là ces derniers mois, et là on appelle donc à une vigilance renforcée qui a été maintenue depuis cet été, parce qu'on savait que ce deuxième round avec l'Iran pouvait arriver, et là on est dans une période d'incertitude, donc il faut être plus vigilant. L'aéroport, il pourrait être fermé aux avions civils comme militaires, donc avec pas possibilité d'évacuer par avion militaire pendant plusieurs jours. On ne sait pas comment la sortie vers la Jordanie se passera si l'espace aérien jordanien est fermé, et donc il restera plus que la sortie par l'Égypte. Donc on travaille sur toutes les hypothèses, mais faire vivre ça à nos proches et à nos familles, ça peut quand même être assez douloureux. Donc une prudence renforcée. Il faut continuer à vivre. C'est la beauté de notre communauté française ici, de la société civile israélienne. C'est une démocratie où on va chercher la lumière et la vie, mais actuellement on redouble de vigilance et on se préserve et on prépare bien notre dispositif. Alors, vous nous avez parlé d'une augmentation très importante du nombre de demandes de passeports. Comment le consulat à Tel Aviv fait face justement à cette augmentation? Est-ce que cela a demandé une certaine, on va dire, mise à jour, une modernisation des services consulaires? Oui, j'ai déjà beaucoup de chance parce que j'ai une équipe d'une trentaine de collègues et collaborateurs qui se sont extrêmement mobilisés dès 2023 pour savoir ce qu'on fait de bien et de mieux dans le service public à la française, avec le soutien de tout le monde à Paris. C'est la fraternité républicaine. C'est que cette communauté française en Israël, qui a beaucoup souffert, on a eu 51 décédés le 7 octobre, 8 otages, plusieurs blessés, des centaines de déplacés. Il a fallu l'accompagner par de l'aide sociale, mais aussi par un service public plus performant. Donc on s'est remobilisé pour tout simplifier, tout alléger, tout mettre en hébreu et en français sur notre site internet. On répond aux emails en 24 heures. Les délais de rendez-vous pour les passeports, on est passé de 40 jours à une journée, et c'est une priorité, que ce soit pour nous à Tel Aviv. Je sais que c'est la même chose pour les équipes du consulat général à Jérusalem et à Haïfa, c'est de tout faire pour accélérer, simplifier et rassurer quand ils viennent au consulat général. Les livrets de famille et les actes d'état civil, tout se fait par courrier et en moins de 15 jours actuellement. Même chose pour la carte d'identité sécurisée, c'est très rapide. On peut recevoir son passeport à domicile et enfin on se déploie sur le terrain. À Ashkelon, à Haïfa tous les 2-3 mois, à Ashdod, à Sderot, à Beersheva. Venez à notre rencontre pour vous aider. Nos équipes seront là et pour vous simplifier vos démarches et vous rassurer. Voilà, pour faire simple, s'il y a des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se posent des questions justement sur les services consulaires ou qui doivent faire ou refaire leur passeport, le plus simple, c'est de rentrer dans le site du consulat général de Tel Aviv et d'avoir toutes les informations. C'est bien ça. On a vraiment essayé de refaire sans cesse pour que ce soit le plus compréhensible, simple et clair possible, en français et en hébreu. Et si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, un petit email en 24 heures, on vous répond. Et il y a la possibilité d'appeler aussi en journée. Alors, un autre sujet important, c'est les élections consulaires qui approchent, puisqu'elles auront lieu fin mai. D'abord, dites-nous, c'est quoi? Quel est le rôle de ces élections et pourquoi elles sont importantes pour les Français en Israël? C'est parfois peu connu. Nous avons à l'étranger ce qu'on appelle des conseillers des Français de l'étranger. Donc ce sont des élus. On en a 6 à Tel Aviv. Il y en aura 7 à partir de fin mai 2026. Ce sont des Français résidant en Israël, élus, bénévoles, représentants de la communauté, qui sont là pour émettre des avis sur la vie éducative, sur les services rendus aux Français, sur les bourses scolaires, sur les aides aux anciens combattants, sur les aides sociales, sur les financements des associations. Donc on a beaucoup de chance. Moi j'ai eu 6 élus très investis, très actifs, très attentifs à la fois à la qualité de la relation avec le consulat général et à bien assister notre communauté française. Et ils vont donc, on va renouveler leur mandat à partir du 31 mai. Et c'est un appel au vote. Les franco-israéliens, on sait manifester, on sait faire des barricades, on sait militer, on a ce double sang et cette double racine en nous. On est par contre dernier de la classe sur le taux de participation aux élections. Au présidentiel, on est à peine à 15% quand les autres sont à 40, 50, 60%, même dans les pays plus éloignés. Aux législatives, pour les députés, on est à peine à 15%.
et on parle à peine à 10%, et sur les élections consulaires, donc des conseillers de Français de l'étranger, on est à 3%. Non. Ça aide pas à porter la voix des Français d'Israël. Donc, quand on aime râler, s'exprimer, qu'on aime la France, la politique, la vie associative, il faut faire le choix de voter, surtout que le 31 mai, on pourra voter à l'urne dans plusieurs villes et par Internet. Donc, tout a été fait pour simplifier le vote. Que ça soit le plus simple. Donc, le 31 mai, les élections pour les représentants consulaires. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, je suppose. Dernière question un peu plus personnelle, monsieur le consul, 3 ans après votre arrivée en Israël. Que retenez-vous de la société israélienne en général et de la communauté française en particulier? C'est des moments très 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 forts. Tout d'abord, ce qu'on a vécu après le 7 octobre, ça a été des moments parfois d'une douleur, d'une tristesse, mais aussi de joie vive. Quand Mia Hachem on a réussi à la sortir des griffes du Hamas, quand les enfants ont été libérés, quand Ofer Calderon a pu sortir, puis des mouvements très 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 durs, ces 51 décédés, autant de shiva, d'enterrements, d'accompagnement de nos familles. C'est une une communauté française très attachée à la France, à la République, emplie de doutes, marquée par la guerre, donc parfois par la noirceur de la guerre, comme toute société démocratique qui a vécu une guerre, c'est un traumatisme, avec des choses belles qui peuvent être faites, de l'unité, et puis parfois des choses qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on met du temps à voir ou à comprendre. C'est une société qui doute, très très belle, une communauté emplie de mouvements contradictoires, et c'est sa richesse et sa beauté. Le gouvernement israélien, les autorités sont pas toujours très très bonnes sur le soft power et la communication, donc l'image en sortant là de ces 2 années et demie de conflit, moi je suis marqué par à quel point elle est dégradée, et ça entraîne un sentiment d'injustice chez une partie de la communauté franco-israélienne. Il faut la comprendre, il faut l'accompagner, et puis mettre en valeur toutes les pépites d'humanité, d'humanisme et de beauté dans cette diversité. Voilà ce que je ressens. Donc des moments très très forts et très très beaux en même temps. Mathieu Clouvel-Gervais-Sault, consul général de France à Tel Aviv, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on se retrouvera très prochainement, en particulier pour parler de ces élections pour les représentants consulaires. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil. À très bientôt. Au revoir. Kalaniot Shoshana Damari. Et vous allez comprendre pourquoi cette chanson, puisque nous retrouvons Jean-François Strouf pour parler Israël et environnement. Bonjour Jean-François. Bonjour Ilana. Alors on en parle tous les ans, et comme tous les ans, effectivement, au mois de février, se déroule dans le sud d'Israël un festival qui n'est pas inspiré par les hommes, mais par les plantes. Quel est donc cet étrange phénomène, Jean-François ? Ilana, aux alentours de février, c'est la fête de Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, dont la date a été fixée, donc ce que veut dire tout, c'est les lettres hébraïques qui signifient 16, donc le 16 du mois de Shevat, lorsque la nature renaît en Israël. Et s'il y a bien un phénomène qui marque la fin de l'hiver et la renaissance de la nature, c'est la floraison des anémones dans le sud d'Israël, particulièrement dans une région appelée Otef-Haza, celle qui entoure la région de Gaza. Pour marquer son attachement à cette superbe apparition, Shoshana Damari, la chanteuse emblématique, lui a consacré une chanson, Kalaniot, les anémones. Alors ça, c'est le festival organisé par les fleurs, mais que font les hommes ? Et oui, c'est un festival que les fleurs organisent elles-mêmes en apparaissant par millions dans le désert. Et les hommes, ils se sont habitués. Une fois n'est pas coutume, ce sont les habitants de la région qui suivent les plantes et pas le contraire, et organisent un festival appelé Darom Balev, le sud au cœur. Précisément, si on est en Israël, à quelle date se déroule ce festival cette année ? Alors, c'est le 20e anniversaire du festival Darom Balev. En 2026, il a commencé le 30 janvier, il va jusqu'au 28 février dans le Negev Nord. C'est notamment dans la forêt de Shokeda, avec une grande variété d'activités touristiques, culturelles et notamment en plein air,
proposées tout au long du mois. Une fois sur place, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles activités vous nous recommandez? Alors, des activités locales et expériences sur le terrain, nombreux événements proposés par des entreprises et attractions touristiques dans toute la région, notamment des promenades guidées, des marchés colorés, des ateliers, visites de sites historiques, activités agricoles ou avec des animaux, découvertes gastronomiques dans des fermes et des points de restauration, célébration de la floraison des anémones. C'est une des caractéristiques du festival chaque année, avec des parcours de marche et des sites naturels où l'on voit la floraison des anémones dans les collines du Negev. Des événements sportifs et marches organisées, notamment celle du Keren Kayemet l'Israël, et notamment celle qu'on appelle la Anemone Race et Anemone March, des courses et des marches à travers la nature, combinant paysages locaux, histoire et mémoire, souvent accompagnés de guides ou d'interprètes, et c'est carrément génial. Des expériences culturelles et patrimoniales, des musées, des lieux de patrimoine, des galeries d'art, des points historiques ouverts à des visites ou des ateliers. Et il va de soi que la grande vedette de toutes ces activités historiques, parce qu'elle est réalisée sous toutes ses formes, c'est la fameuse anémone. Alors pour conclure, si on veut en savoir plus, Jean-François? Alors on peut se rendre sur le site qui s'appelle absor.co.il, habsor.co.il, absor.co.il, et on trouve tout le calendrier des activités de Daram Balev, le sud au cœur, avec les anémones. Eh bien, on se quitte en musique. Kalaniot, Shoshana, Damari. Merci d'être avec nous, Jean-François. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous serez en direct d'Israël. À la semaine prochaine. כלניות מטוללות עינניות. On commence cette revue de la presse avec la publication par Binyamin Netanyahou de ses réponses au contrôleur de l'État sur les défaillances du 7 octobre et qui fait ce matin la une de la presse israélienne et qui suscite aussi de nombreuses réactions. Et tout dépend du journal que vous avez choisi de lire ce matin. Pour le Haaretz, l'objectif du Premier ministre est clair, se dégager de toute responsabilité dans les événements du 7 octobre. À l'inverse, la chaîne 14, proche du Premier ministre, met en avant les déclarations des responsables de la sécurité et du renseignement, accusés de ne pas avoir vu venir l'attaque. Et c'est sans doute le journaliste Amit Segal qui propose l'analyse la plus équilibrée ce matin. Sur son compte Telegram, il écrit que ce document met avant tout en lumière un échec collectif du système sécuritaire israélien, prisonnier d'une même conception, marqué par un grave aveuglement du renseignement, de l'arrogance et par des alertes parfois plus politiques que professionnelles. Mais il souligne aussi que Binyamin Netanyahou n'a pas davantage identifié l'ampleur du danger. Selon les protocoles, il a envisagé des frappes ciblées sans jamais proposer une prise de contrôle de Gaza ni l'élimination du Hamas. Puis autre grand titre de la presse israélienne ce matin, le début des négociations directes entre les États-Unis et l'Iran. Et l'émissaire de la Maison-Blanche, Steven Witkoff, est arrivé hier soir à Oman pour entamer les pourparlers avec le ministre iranien des Affaires étrangères. À Jérusalem, on reste très prudent, voire même sceptique. Plusieurs responsables estiment que les écarts entre les positions américaines et iraniennes sont trop importants pour espérer un accord solide à court terme. Ces discussions sont donc suivies de très près ici à Jérusalem. Le gouvernement affirme soutenir les efforts diplomatiques américains tout en rappelant qu'Israël se tient prêt à toute éventualité. Il est aussi question d'un témoignage ce matin, un témoignage bouleversant d'un ex-otage qui a été enlevé alors qu'il n'avait que 12 ans. Il s'agit de Yagil Yaakov. Son témoignage est publié par le Yediot Ahronot ce matin. Aujourd'hui adolescent, il avait donc 12 ans et demi lorsqu'il a été enlevé le 7 octobre 2023 lors de l'attaque contre le kibbutz Nir Oz. Pendant des mois, Yagil a été seul en captivité à Gaza, séparé de sa famille. Après l'avoir emmené sous les tirs, il raconte l'isolement complet, la faim, la peur constante, les violences. Il confie aussi avoir pensé plusieurs fois à la mort. Dans la solitude, l'incertitude était lourde à porter.
aujourd'hui libre. Aguil est de retour chez lui à Niroz, mais le chemin de la reconstruction est long. Il décrit comment l'expérience l'a marqué profondément, comment les souvenirs persistent, comment il vit aujourd'hui avec l'absence de son père, tué lors de l'attaque, et comment il essaye malgré tout de retrouver une vie normale, apprendre, grandir et rêver à nouveau. Un nouveau convoi maritime vers Gaza est en préparation. Il est annoncé par les organisateurs comme la plus grande opération humanitaire de l'histoire. Et selon les déclarations, ce convoi rassemblerait plus de 100 navires partant simultanément de différents ports, notamment en Europe et en Afrique du Nord. C'est ce que rapporte la chaîne N12. Parmi les participants attendus figurent des médecins, des ingénieurs, des chercheurs et des militants de droits de l'homme venus de nombreux pays. Les organisateurs affirment que l'objectif est de briser le blocus et d'acheminer de l'aide humanitaire. Lors d'une précédente tentative qui comprenait environ 40 bateaux, les forces israéliennes ont intercepté les navires en mer internationale et près de 450 personnes ont été arrêtées, y compris des activistes célèbres. Affaire de contrebande vers la bande de Gaza à présent avec la presse israélienne qui explique ce matin pourquoi ces accusations sont très graves. Les charges retenues dans cette affaire sont particulièrement lourdes car elles touchent directement à la sécurité nationale en temps de guerre. C'est ce que nous explique ce matin le Israël Hayom. L'accusation d'aide à l'ennemi signifie que les suspects sont soupçonnés d'avoir agi en sachant que les marchandises pouvaient bénéficier au Hamas. En droit israélien, c'est l'une des infractions les plus graves. Le chef du financement d'activités terroristes repose sur le fait que ces produits, une fois entrés à Gaza, sont revendus et taxés par le Hamas et renforce ainsi ses capacités militaires. Politique, à présent, avec un sondage qui met en lumière une crise de confiance profonde au sein de l'opposition israélienne. Selon la télévision E24 News en hébreu, le bloc opposé à Benjamin Netanyahou peine à convaincre trop de leaders qui promettent de former un gouvernement sans jamais expliquer comment ils atteindraient les 61 sièges nécessaires à la Knesset. La presse pointe du doigt ces divisions internes, notamment entre ceux qui refusent de s'allier et les partis arabes. Le sondage montre aussi que chez certains électeurs, le scepticisme est tel que même les engagements les plus fermes ne sont plus crus. Seuls 13% des Israéliens pensent aujourd'hui que l'opposition pourra remplir ses promesses et éviter un nouveau cycle électoral. On termine avec l'affaire Epstein qui résonne aussi en Israël avec l'implication d'une figure politique de premier plan. Les documents publiés par le ministère de la Justice des États-Unis mettent en lumière des échanges et des rencontres entre l'ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, l'homme d'affaires américain condamné pour crimes sexuels, Jeffrey Epstein. Selon ces documents, Ehud Barak se serait rendu à plusieurs reprises chez Epstein et aurait entretenu des contacts réguliers avec lui, notamment à New York. L'ancien Premier ministre reconnaît ces rencontres, mais affirme n'avoir jamais été impliqué ni de près ni de loin dans les activités criminelles de Jeffrey Epstein. Et comme chaque semaine, nous allons parler de la Parashat Hashavua, cette semaine Parashat Yitro. Et pour cela, nous sommes très heureux d'avoir avec nous David Saada. David Saada, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous pour parler de cette Parashat Yitro et avec un thème essentiel et un passage essentiel dans cette paracha, c'est la Asarat Hadiborot, ce qu'on peut traduire les 10 commandements, les 10 paroles. Et on a l'habitude de faire avec vous chaque semaine un rapport avec l'actualité. Alors, c'est vrai que les Asarat Hadiborot, lorsqu'elles ont été données il y a 3000 ans, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Comment aujourd'hui ces 10 paroles, ces 10 commandements peuvent s'insérer dans l'actualité, dans notre quotidien d'aujourd'hui? Alors, ces 10 paroles, d'abord, ont introduit il y a 3000 ans quelque chose qui n'existait absolument pas, qui a bouleversé en fait la conception de ce qu'est l'humanité. C'est l'introduction dans la spiritualité. Il y avait une spiritualité qui régnait à l'époque, mais d'introduire dans la spiritualité l'éthique, c'est l'apport
des 10 paroles. Et cette introduction je dirais, a dépassé largement le peuple juif, puisque elle a été adoptée par une bonne partie de l'humanité, notamment dans les monothéismes. Mhm. Et si on regarde de près les 10 paroles, bon, il y a une manière classique de les énumérer, mais moi je voudrais me concentrer sur comment dirais-je, les éléments essentiels de ces 10 paroles. En fait, la clé de ces 10 commandements, ces 10 paroles, en fait, c'est la traduction de l'hébreu Aseret Adibrot, et c'est Dieu lui-même qui l'annonce dans la première parole, c'est la délivrance de l'Égypte, c'est-à-dire la délivrance de l'asservissement en général. Et dans les 10 paroles, on traite de 2 asservissements. Un asservissement d'abord mental, spirituel, qui est l'idolâtrie, et un asservissement sociétal, donc au sein de la société, faire régner la loi du plus fort. Donc c'est ces 2 asservissements-là qui conduisent l'homme, d'une part, à s'enfermer dans une vision fausse de la relation spirituelle avec Dieu, et deuxièmement, un asservissement physique, sociétal, qui s'ajoute à l'asservissement mental, qui est selon les sociétés gouvernées par la loi du plus fort, sans éthique. Voilà. Et ces thèmes-là, pardon, ces thèmes-là, lorsqu'ils ont été donnés il y a 3000 ans, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, en fait. absolument, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, puisque c'est, bon, l'idolâtrie, le rejet de l'idolâtrie a fait son chemin, et la plupart des peuples l'ont rejeté. L'idée d'une justice sociale, donc de cet asservissement des relations sociales, a fait son chemin, et peu à peu, les choses ont été intégrées au sein de l'humanité, sous différentes formes d'ailleurs, hein, pas forcément sous la forme que présente la Torah, mais en tout cas, les idées sont passées dans l'humanité. Et le problème, et c'est là où la relation avec l'actualité s'impose, c'est que le XXe siècle et le début du XXIe siècle se traduisent par des idéologies comme le nazisme, le communisme et aujourd'hui l'islamisme, qui sont la réfutation absolue du message des 10 paroles. C'est-à-dire que à travers ces idéologies, il y a une régression vers l'asservissement mental, une régression vers l'asservissement sociétal, et on le voit, je dirais, de manière tout à fait patente dans l'Iran. L'Iran d'aujourd'hui, dirigé par des hommes qui, normalement, sont des hommes de religion, et qui pratiquent un asservissement mental à travers leur idéologie fanatique, dictatoriale, et un asservissement sociétal, puisque, comme on le voit, ils n'hésitent pas à tirer sur la foule quand elle manifeste librement un certain mécontentement. Donc, il y a 3000 ans, les 10 paroles ont été énoncées, elles ont progressé, elles ont essaimé dans l'humanité, mais il y a toujours des tentatives de régresser, d'abolir ces 10 paroles, et l'islamisme en est une manifestation patente. Alors, comment le peuple juif aujourd'hui, comment nous pouvons remettre au goût du jour, on va dire, ces 10 paroles, ces 10 commandements? C'est un peu aujourd'hui le rôle qu'on attend du peuple juif, quelque part? Écoutez, je pense que c'est ce qu'on attend de nous, bien que, je dirais, le discours ambiant qui accompagne des idéologies comme l'islamisme tente de nous bâillonner, c'est-à-dire de raconter des tas de mensonges sur nous, sur la pratique d'Israël, avec des accusations qu'apartheid, génocide qui sont absolument fausses, parce que cette éthique-là, elle existe toujours au sein du peuple juif, elle existe même au sein de l'armée israélienne qui défend le peuple d'Israël qui est de Tsahal et qui ne pratique absolument pas comme le déferlement de haine l'affirme tous les jours, un génocide. Et donc, c'est
notre rôle que de toujours affirmer l'actualité des 10 paroles, mais je crois que, et c'est un autre thème de la paracha de Yitro, Yitro n'était pas juif. Donc cette paracha qui nous parle des 10 paroles apporte le nom d'un non-juif. Ça veut dire que, en fait, à côté du peuple d'Israël, il existe un certain nombre de personnalités qui sont des personnalités qui ont bien compris la valeur des 10 paroles et qui tentent de les défendre au sein de l'humanité. Ce sont toutes les hitros, je dirais, de l'actualité qui existent aussi. Il y a un déferlement d'antisémitisme et de haine contre les Juifs, contre les paroles les porteurs des 10 paroles que nous sommes, mais il y a aussi des gens qui sont solidaires du peuple juif et du message qu'il porte. Et donc, c'est un peu le message de cette paracha Yitro, que nous lirons donc ce Shabbat à la synagogue. En tout cas, merci pour ces explications, David Saada, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Olivier. Imaginez 2000 vies sauvées par le don d'un rein. C'est le cap historique qu'a franchi l'organisation israélienne Matnat Chaim, ce qui signifie le cadeau de la vie. Alors tout commence par une tragédie personnelle. Nous sommes au milieu des années 2000. Le Rav Yeshayahu Eber est un enseignant et il est gravement malade. Il est sous dialyse et dans les couloirs de l'hôpital, il se lie d'amitié avec un jeune homme qui s'appelle Pinchas et qui attend lui aussi d'être greffé. Pinchas vient d'une famille déjà marquée puisqu'il a perdu son frère aîné à l'armée. Le Rav Eber finit par recevoir un rein. Mais Pinchas, lui, n'a pas cette chance et il meurt faute de donneur. Bouleversé, le Rav Eber se fait une promesse. Plus personne ne doit mourir alors qu'il existe des milliers de reins qui sont en réserve dans le corps de gens bien portants. En effet, toute personne saine n'a pas besoin de 2 reins pour vivre et peut faire don de son vivant d'un de ses reins. C'est sur ce principe qu'en 2009, le Rav Eber fonde Matnat Chaim. Le principe est simple et à la fois extraordinaire. Des personnes en bonne santé qui décident de donner un rein sans aucune compensation financière et à de stricts inconnus afin de leur permettre de vivre, tout simplement. Mais l'histoire prend une tournure un peu plus sombre et un peu plus politique quand l'organisation Matnat Chaim contacte récemment le livre Guinness des records. En effet, l'organisation a passé le cap des 2000 donneurs altruistes en Israël. Du jamais vu. Et malgré l'évidence de ces chiffres, le Guinness refuse d'inscrire l'exploit dans son livre. La raison invoquée n'est pas médicale, elle est politique, géopolitique. Le Guinness décide à ce moment-là de ne pas traiter un dossier qui vient d'Israël suite à la guerre à Gaza qui a fait suite donc au massacre du 7 octobre. Il aura fallu une bataille juridique, diplomatique pour que le Guinness reconnaisse enfin, il y a quelques semaines seulement, que l'altruisme de ce 2000 donneurs doit être reconnu. Et c'est désormais officiel. C'est Israël qui détient le record du monde de la solidarité. Qu'est-ce qui rend ce phénomène si particulier ? Ailleurs, le don d'organes de son vivant restera, souvent limité au cercle familial. Chez Matnat Chaim, les donneurs sont des donneurs altruistes purs. Ils ne connaissent pas le receveur. Ils vont se défaire d'un de leurs reins pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et on a assisté ces dernières années, depuis la création de Matnat Chaim, à un véritable effet d'entraînement en Israël, en particulier dans certaines villes et localités, où donner son rein est presque devenu une norme sociale. Le Rav Eber, malheureusement, a été emporté par le Covid-19 en 2020, mais il a laissé derrière lui une armée de héros qui vivent avec un seul rein, mais qui ont sauvé un monde. C'est une leçon de solidarité pure. En Israël, grâce à cette association, la liste d'attente pour une greffe de rein est en train de fondre, alors qu'elle s'allonge partout ailleurs dans le monde. Comme on dit, Rak Be Israël.